Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans Radio Ma'arif, un nouveau podcast Histoire. Nous sommes à Rabat. Nous sommes dans les archives, chez monsieur Jem Abreda, directeur des archives du Maroc. Merci de nous recevoir, si Jem. C'est très gentil de nous accueillir chez vous. Eh ben, tout le plaisir est pour moi. Alors expliquez-nous déjà quelles sont ces archives que vous avez chez vous. Qu'est-ce qu'une archive? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'une archive? Une archive, c'est le témoin d'une réalisation, le témoin d'un parcours, le témoin d'une administration, le témoin d'une époque. Et ces archives, elles sont uniques. Qu'est-ce que j'entends par unique? C'est contrairement à l'imprimé. Un imprimé, il est soumis au dépôt légal. Et dès que vous avez le numéro de dépôt légal, on vous dit, vous allez imprimer combien, vous allez déposer X numéro, je crois 4 ou 5. Alors que l'archive est unique, ça veut dire un dahir est unique. On peut en faire des copies, mais il est unique. Oui, c'est à chaque fois une copie unique. Vous pouvez faire autant de copies que vous voulez. Et ces archives-là sont de deux ordres, soit des archives publiques, ça veut dire émanant d'administrations publiques ou d'établissements publics, un établissement qui a produit pendant un certain temps produit ou reçu des archives, ça peut être des correspondances, ça peut être des décrets, des décisions, des circulaires, tout ce que vous pouvez imaginer, et même des photos si vous les produisez, et même des magnétos, des audios, des films, tout ce que vous produisez dans l'exercice de votre fonction publique est archive. Bien sûr, j'écarte l'imprimé, ça c'est autre chose. Mais le draft de l'imprimé est archive. D'accord. Alors ça, c'est archive publique. Archive privée, c'est autre chose. Archive privée, c'est aussi le parcours personnel d'une personne qui a de l'importance dans son domaine. Et c'est peut-être une personnalité politique, un professeur universitaire, un architecte, un artiste, un homme des médias. Et par conséquent, toutes ces personnes-là, quand elles nous paraissent intéressantes, vu l'impact qu'elles ont eu dans leur domaine sur la société, on sollicite leurs archives. Et ces archives-là, elles sont privées. Alors, entre archives privées et publiques, de par la loi, toutes les archives publiques, tout ou presque, sont soumises à la tutelle de l'établissement Archives du Maroc. Par contre, les archives privées, elles restent privées, c'est une propriété de la personne qui les détient, que ce soit cette personne elle-même qui a produit ces archives ou bien elle est juste un ayant droit qui les a héritées. Et ben là, c'est plutôt en argumentant, en essayant de convaincre qu'on parvient quelquefois à avoir des dons. On peut aussi acheter, mais j'ai préféré personnellement ne pas activer cette rubrique d'achat pour que la donation soit plutôt une volonté de la personne et non sans risquer de tomber dans des spéculations infinies. Donc ça, c'est les archives. Qu'est-ce que nous détenons aux archives du Maroc? Nous détenons les deux. Les deux, en tout cas ce que nous avons pu classer aujourd'hui ou avoir, c'est les archives publiques produites au Maroc ou les archives privées produites au Maroc. Et comme la loi nous y autorise, nous avons cherché aussi à avoir quelques archives, quelques fonds d'archives, soit en format numérique, soit en format analogique, mais qui sont conservés ailleurs, en France notamment, au Portugal. Nous avons quelquefois des originaux aussi. Mais quel est par exemple le document le plus ancien que vous ayez ici? Ici nous avons surtout c'est pas ici que vous allez rechercher les archives les plus anciennes. Elles sont plutôt détenues
par la direction des archives royales pour la simple raison que c'était les palais royaux qui détenaient les archives les plus anciennes. Et quand cette direction des archives royales a été créée en 1975, dans le contexte du dossier marocain pour l'intégrité territoriale de nos provinces sahariennes, et qu'il fallait déposer un dossier auprès de la Cour internationale de justice, c'est dans ce contexte qu'a été créée la direction des archives royales. Et cette direction où on est, elle a été créée plus tard. Les archives du Maroc ont été créées plus tard. C'est un autre jalon de la périodisation, j'allais dire, de la prise de conscience des archives au Maroc. C'est dans le contexte des recommandations de l'instance équité et réconciliation. Cette instance, comme vous le savez, qui a travaillé entre 2004 et 2005 pendant 23 mois pour assainir la question des droits de l'homme au Maroc, a buté pendant son travail, a buté contre l'anarchie qui régnait dans le domaine des archives, parce que les archives, avec leur valeur probante, c'était la pièce maîtresse pour défendre tel ou tel dossier. Il suffit pas de dire que j'ai un frère ou un cousin qui a été victime d'un contexte où il y avait absence des droits de l'homme. Il fallait encore le prouver, et on le prouve soit par des archives des centres pénitentiaires ou des morgues même, et d'ailleurs. Donc la valeur probante des archives a été très importante pour l'instance équité et réconciliation, et qui a eu du mal à trouver les archives. Il a eu du mal. Et même quand elle les a trouvées dans un désordre total, ce qui n'a pas facilité les recherches, son travail, alors que son travail était bien déterminé dans le temps. Et puis, quelquefois même, il a buté de mauvaise volonté. Mauvaise volonté, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un texte. Il n'y a pas un texte réglementaire, un texte juridique, un texte relatif aux archives. Par conséquent, lorsque cette instance contre vents et marées a fait ce qu'elle a pu pour proposer notamment des réparations aux victimes, réparations individuelles ou collectives, dans le rapport qu'elle a soumis à Sa Majesté, il y avait, entre autres choses, la nécessité de doter le Maroc d'une loi des archives, une loi relative aux archives, parce qu'on n'en avait pas une. Il y avait une petite loi obsolète qui date de 1926 sous le protectorat français, mais le Maroc indépendant n'a pas du tout accordé d'importance à cet aspect d'un État moderne. Donc parmi ces recommandations, une loi des archives qui a vu le jour enfin le 30 novembre 2007, que j'ai pu consacrer comme journée nationale des archives, le 30 novembre de chaque année. Et parmi aussi les recommandations, c'est créer un établissement dédié aux archives. Et quand je dis dédié aux archives, il faudrait peut-être clarifier une chose, parce que les gens, quand ils pensent archives, comme vous-même maintenant, vous m'avez posé la question sur le plus vieux. Oui. Le plus vieux document. C'est mon réflexe. Alors ça, j'imagine des parchemins. Voilà. Ça, c'est le réflexe un peu de tout le monde. Ceux qui comprennent rien. Non, mais enfin, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Mais c'est la partie qui est mystérieuse. C'est celle qui nous attire. Mystérieuse, qui attire la curiosité. Or, c'est la plus simple. La plus difficile, c'est traiter en amont. Parce que les archives, elles ont une vie. La vie est en 3 cycles. Les archives courantes, c'est celles que je produis ou que je reçois aujourd'hui et qui ont une valeur administrative, indispensable à mon travail d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, de cette année. Et puis ces archives, on les appelle les archives courantes ou les archives vivantes. Passé un certain temps, ces archives, un responsable ou une administration n'en a plus vraiment besoin tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois, mais épisodiquement. À la demande. À la demande, mais vraiment. Alors ces archives, ils sont déplacés vers des dépôts où elles sont nommées archives intermédiaires.
Et ces archives intermédiaires, ça dépend de leur vie, ça dépend des secteurs. Archives intermédiaires du cadastre, c'est pas du tout archives intermédiaires d'un hôpital. Archives d'hôpitaux, c'est pas du tout les archives de l'équipement ou de l'ONCF ou de Royal Air Maroc. Ils ont donc un âge qui est déterminé par le producteur selon la typologie du document. Oui, bien sûr. Et ces archives-là, quelqu'un vous dirait, alors, ce sont des archives concernant les marchés. Pour moi, au bout de 5 ans, ils n'ont plus d'utilité administrative, par exemple. Alors, quand ils n'ont plus d'utilité administrative, la question est, doit-on les éliminer? Il faut les stocker, en fait. Est-ce qu'il faut tout stocker? That's the question. Est-ce qu'il faut tout stopper? Non. En fait, il faut établir un niveau de priorité. Ouais, en concertation. Voilà la partie invisible de l'iceberg. Il faut établir en concertation avec les archives du Maroc, et c'est une obligation de la loi, ce qu'on appelle un calendrier de gestion, où vous, le producteur, en concertation avec nous, archives du Maroc, d'abord, on énumère ce que vous possédez comme archives. Quand je dis vous, telle administration publique. Après cela, après avoir bien fait une typologie de ces archives, on négocie un peu la durée de vie de chaque catégorie. Cette archive est archive courante pendant 2 jours, 3 jours, 5 semaines, 1 année. Elle passe au stade archive intermédiaire pendant telle période. Après, elle passe au stade d'archive définitive ou historique. Et là, vous, en tant que producteur, vous n'avez pas le droit d'éliminer. Si vous devez éliminer, parce qu'on ne garde pas tout, heureusement, sinon on aurait coulé sous les archives. Il y a élimination, mais élimination en concertation avec les archives du Maroc, qui sont le seul établissement apte à dire est-ce que cette archive pourrait éventuellement avoir une autre utilité statistique, utilité patrimoniale ou autre. Voilà. Donc tout ça, c'est un travail invisible que les personnes ne savent pas. Et les archives du Maroc sont un centre d'expertise en négociation continue avec les administrations. Avec les administrations. Mais j'ai une question justement là. Non, mais c'est bien de. Non, mais il est complètement invisible. Vous avez raison. Faites bien de mettre la lumière dessus. On vous remercie pour ça. Mais par exemple, je vous donnais des exemples très très concrets qui émanent des administrations. Quand on va légaliser un papier chez nous, il y a une espèce de registre là, en deux cahiers. Enfin, 2 cahiers où on signe. Je ne sais pas combien de ces registres traînent dans chaque arrondissement. Et je pense qu'on en produit tous les jours. Est-ce que ce genre de papier relève d'un art. Il pourrait, en fait, la question est à poser à cette administration. À partir de quand? Voilà. À partir de quand c'est important de savoir que j'ai légalisé quelque chose le lundi 23 août 88. Voilà. Est-ce que c'est important de garder ça 10 ans? Non. Ou 20 ans? Non. Alors là, c'est ce que j'ai appelé. Par contre, les archives pénitentiaires, par exemple, c'est important de savoir que. Ah oui. Flynn est rentré en prison tel jour. Et bien passé par là. Voilà. Hein? Comme il y a ça doit rester. Voilà. Et les archives du cadastre, encore plus. Le cadastre. Voilà. Parce que il y a certaines archives qui restent vivantes. Nous avions, par exemple, ici, le Hawalat al-Huboussiya, qui ont été récupérés par le ministère des Affaires islamiques, avec un argument tout à fait valable, à savoir le Hawalat al-Huboussiya, tout simplement, c'est une sorte de titre de cadastre des propriétés main mortes, de la Awqaf. Hein? Elles peuvent avoir une vie sur 3 siècles. Bien sûr. Donc, on les avait ici comme documents historiques, et bien le ministre de la Awqaf a jugé qu'il vaut mieux que les originaux soient chez eux et qu'on garde des copies comme accès à l'information pour les chercheurs, ça ne gêne personne. Alors, je vous remercie d'avoir mis le spotlight sur en fait ce qui est votre quotidien, c'est-à-dire négocier avec des administrations, qualifier la durée de vie d'une archive. Mais physiquement, ces documents, ils sont stockés où? Vous avez est-ce que vous parlez des archives définitives ou des archives intermédiaires? Alors, la loi dit, quand une archive perd de son utilité administrative, elle est soit détruite, soit confiée aux archives du Maroc. D'accord. Voilà. La règle, c'est ça. Alors, les archives du Maroc. Oui. Elles sont où?
Elle-même. Pas vous. Les archives du Maroc, ça c'est un grand problème d'ailleurs. C'est un stockage, vous avez un hangar. Alors, nous avons... Alors, ça c'est un grand problème, effectivement. Ça, vous avez mis le doigt là où ça fait mal pour nous. C'est un jeune établissement, je vous ai dit que nous sommes encore, même si les archives sont vieilles, même si les archives ont des siècles, ce jeune établissement n'a que 10 ans. En fait, l'investiture a été faite fin mai 2011 et la nomination du directeur a été faite par Sa Majesté le 30 mars 2011. Alors, nous occupons actuellement des locaux provisoires. Ici, nous sommes dans des locaux provisoires avec quelques 6 magasins d'archives où il y a des archives publiques, généralement surtout pour la période du protectorat, que nous avions hérité de l'ancienne bibliothèque générale du protectorat devenue en 2003 Bibliothèque nationale, mais nous collectons surtout, en attendant que se réalise un grand projet sur 4 hectares à Technopolis, à Salah El Jadida. En attendant ce projet, dont les premières études, ou ce qu'on appelle le pré-programme, est déjà prêt, nous attendons que le gouvernement mette la main dans la poche pour débloquer une somme qui n'est pas du tout, qui n'est pas simple à débourser tout de suite, et surtout par les temps qui courent. Estimation de l'ordre de 450 millions de dirhams. Salam. Voilà. Pour stocker. Hein? Pas seulement pour stocker, pour en fait une maison d'archives. J'en ai visité beaucoup à travers le monde, de la Corée du Sud jusqu'aux pays nordiques, jusqu'aux États-Unis, Grande-Bretagne, France, et Espagne, et Portugal, et j'en passe. C'est une chaîne. Les locaux d'archives sont une chaîne à partir de la collecte. En fait, on dit les 3 C. Collecte, classement, conservation, classement et communication. Donc, dans cette chaîne-là, vous avez des camions qui apportent vers les magasins, comment on traite dans les ateliers de traitement, jusqu'au magasin où, après inventaire et conditionnement dans des box dédiés à cela, hein, et qui sont pas aussi n'importe quelle box, ce sont des... Mais non, on n'en est pas là, ce projet, il n'est pas fait. Il n'est pas fait, mais il est en cours. Et en attendant, pour ne pas se croiser les bras, nous travaillons donc ce dont je vous ai parlé, l'expertise. Nous surveillons les archives là où elles sont. Dans les administrations diverses. Et nous collectons ce qui risque de partir ailleurs, à savoir les archives privées. D'abord, parce que ça risque de partir ailleurs, de finir chez un antiquaire, encore bien qu'il soit national, mais aussi ça pourrait tout simplement fuir le pays par petites pièces dans des petits cartables. Et là, nous ratons pas l'occasion. Quand il y a un donateur privé qui a des choses intéressantes à donner, là on saute dessus, quitte à encombrer nos magasins. Alors, concrètement, puisque vous n'avez pas voulu nous répondre, je vois par exemple, là, je sais que vous avez, Maître par exemple, un daïr du Sultan Boulay Ismail, qui date de 1700. Ouais. Voilà. Vous avez, là, je peux vous le donner, un daïr de respect et considération de Mohamed Cheikh Srer. Alors, en 1637, c'est qui Mohamed Cheikh Srer? C'est le... Saadi. Ça, je peux vous le donner aujourd'hui. Il est où? Il est ici. D'accord. Il est sous nos, sous nos sièges. Ouais, mais seulement en version numérique. D'accord. Mais le vrai, c'est ça ma question. Le vrai, il est, voilà, ça aussi c'est... Le vrai, il est où? Le vrai, il est où? Nous savons où il est, sinon on n'aurait pas accepté la version numérique. Ces archives-là, publiées dans le numéro, je crois, 4 de la revue, 4 de la revue Archives du Maroc, le numéro 5 est sous presse, est consacré au vivre ensemble et surtout à la communauté chrétienne au Maroc. Ce que vous avez là entre les mains, c'est l'écho à une exposition que nous avions organisée aux Archives du Maroc au mois de mars 2019 et qui a coïncidé, je dis bien coïncidé, avec la visite du pape Francis au Maroc à la fin de ce même mois. Ces archives-là, bien qu'elles soient royales, vous voyez les sceaux des Saadiens, puis après des Alaouites, nous avons pu les avoir grâce à une sorte de partenariat avec l'Église catholique de Tanger, qui détient les originaux. Et parce qu'ils sont le destinataire, Ils sont les destinataires, ce sont les franciscains. Et une lettre de Mohamed Chesrel en faveur du prêtre Nicolas de Cassis. Et grâce à l'amitié d'un prêtre,
d'origine polonaise et vivant à Tanger, le père Stachera. Il a fait confiance à cette institution et a trouvé que il est tout à fait bénéfique pour notre patrimoine de disposer des copies. Il nous a apporté de gros registres qu'il a déposés ici en toute confiance jusqu'à ce qu'on ait fait des copies numériques haute résolution qui sont aujourd'hui à la disposition de tous les chercheurs, voire tout le monde. Ici, on va arriver à la mise à disposition parce que là j'ai encore plus ancien. J'ai Abu Hafs le Khalifa al-Mouhidi, Abu Hafs al-Murtada, donc ça c'est 1250. Alors là, pour cette archive, celle-là elle est magnifique. Visuellement elle est extraordinaire. C'est une lettre, waouh, en termes de visuel. Alors là, nous avons une copie, et ça vient d'une autre source, celle-là, hein, c'est une autre source. D'accord. Mais la plupart des archives que vous avez là dans ce numéro, ils viennent de l'église catholique de Tanger. Mais est-ce que vous avez, vous, dans cette période, donc les Saadiens par exemple, est-ce que vous avez des originaux ici? Ici, non, nous avons surtout des copies, soit dans ce fonds-là, parce que la nomination des fonds porte souvent le nom du donateur ou de la provenance, mais nous avons aussi quelques bonnes copies dans la section historique qu'avait patronné Henri de Castres. Henri de Castres, qui a été un des premiers architectes, non, c'est historiens, mais qui ont pensé archives au Maroc. D'ailleurs, elle a produit quelques volumes, beaucoup de volumes sur les sources inédites de l'histoire du Maroc, et nous avons consacré un colloque, dont vous avez aussi un numéro spécial consacré à Henri de Castres, un colloque et une belle exposition à Henri de Castres. Et sa petite fille de 80 ans, ayant appris cela, 80 ans, si c'est pas un peu plus, ayant appris cela, était toute heureuse de venir de Paris spécialement pour voir l'exposition. Eh ben, c'est une belle histoire. Mais je reviens avec mes documents. Est-ce que vous avez, parce que moi je me pose la question vraiment physiquement, de très vieux documents. Est-ce qu'il faut les garder à l'abri de l'humidité? Ah oui, alors là, oui. Des animaux, des rongeurs, là, bon, je pourrais peut-être. Parce que là, si je vois la signature de Moulay Ismail, si elle a duré de alors, 300 ans. Bon, la prochaine fois, je vous ferai visiter aussi nos magasins et vous allez voir qu'il y a un relevé de l'humidité, un relevé précis de chaque jour, avec toutes les précautions de déshumidificateur, etc. Nous avons une personne qui ne fait que ça. D'accord. Autre question. Sans parler du conditionnement qui doit protéger normalement les archives, à savoir qu'on les met dans un carton spécial que nous ne produisons pas et que nous achetons cher à l'étranger, sans faire de la publicité à la marque. D'accord. D'accord, c'est ça. Question, est-ce que vous avez déjà eu des regrets, dans le sens où vous avez vu surgir à l'étranger des documents que vous aurez bien voulu avoir chez vous en originaux? C'est-à-dire les collections privées, vous avez dit qu'ils s'échappent, c'est de la propriété privée, donc chacun en fait ce qu'il veut. Mais est-ce que vous avez déjà eu comme ça des regrets, oui. Regardez sur Internet en disant zut, celui-là on l'a loupé, il devrait être chez nous. Oui. Oui, ça arrive souvent qu'il y ait des archives vendues chez les antiquaires ou même seulement déposées, mais qui ont été transférées. Je vais être gentil, transféré du Maroc pendant la période coloniale vers certains pays comme la France et l'Espagne. Des originaux que j'ai vus, de mes propres yeux vus dans certains magasins et qui ont normalement leur place ici. Et justement, alors, puisqu'on parle de ça, il y a un enjeu quand même, il y a un enjeu y compris politique de récupérer parfois. Alors je pense par exemple, je ne sais pas si c'est vraiment dans vos attributions, mais la fameuse bibliothèque de Moulay Zidane, qui est à Escorial ou Escorial, je ne sais pas comment il faut dire. Escorial, oui. Escorial en Espagne depuis 1600 et quelques, et qui a été l'objet de tout un imbroglio avec jusqu'à Moulay Ismail qui essaie de la récupérer, les ambassadeurs qui partent et qui reviennent. Est-ce que vous aimeriez la récupérer? Non. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres priorités, tout simplement. D'abord, j'ai d'autres priorités parce que ici, on s'intéresse beaucoup plus aux archives qui reflètent le côté administratif du pays, le côté fonctionnement du pays, alors que ces archives de l'Escorial que j'ai été voir,
c'est généralement beaucoup artistique, presque, on a envie de dire. de littérature, de théologie. En fait, ce qui était le dada de l'époque, les grandes bibliothèques, c'était surtout la littérature, le fiqhiyat, etc. Et dont, peut-être que je vous l'apprends pas, mais une copie se trouve à la Bibliothèque nationale. Oui, depuis la visite du roi à l'Espagne. Depuis la visite du roi d'Espagne, et une deuxième copie, je crois, se trouve à la bibliothèque Hassaniya à Touarega. Donc ici, la priorité, c'est pas du tout. On nous propose quelquefois des manuscrits sur l'astronomie, etc. Ce n'est pas notre point de, j'allais dire, c'est pas. Non, mais, oui, j'ai bien compris votre esprit parce que à partir du moment où vous avez parlé de l'instant équité et réconciliation, on a bien compris que l'objet ici, c'était d'avoir quelque chose qui permet de travailler, de documenter et de se référer. Voilà. C'est bien ça. Alors que l'autre aspect que vous évoquez, qui est aussi important, mais je dis seulement qu'il n'est pas une priorité. Non, j'ai compris. C'est juste. Ça serait peut-être plus la bibliothèque, les archives royales. À la limite. Et la bibliothèque nationale. La bibliothèque nationale a beaucoup de manuscrits. Alors nous, on a quelques manuscrits, mais vraiment par hasard. Ça veut dire, en fait, quand je dis par hasard, vous avez un donateur qui voudrait donner ses archives, ce que j'appelle archives, et puis il se trouve qu'il voudrait que ces archives ne soient pas éparpillées et que dans ces archives, il y a 3 ou 4 manuscrits. Donc là, on récupère. Est-ce que vous avez des donateurs spectaculaires, des gens qui vous ont, parce qu'il faut autant leur rendre hommage, des gens qui vous ont surpris par, par l'importance de ce qu'ils vous ont confié. Ah oui, je vais en citer 2. Mais je vous en prie, c'est l'occasion de... D'abord parce que c'est récent, et puis c'était impressionnant ce qu'ils nous ont apporté. Et ce sont 2 donateurs originaires de Tétouan. En fait, la veuve d'un diplomate marocain qui s'appelle Tahami Afailel. Grâce à l'amitié d'un ambassadeur entre guillemets des archives du Maroc, des gens par amitié tout simplement, un ambassadeur qui, pour ne pas le nommer, s'appelle Younes Sebah, il est de Tanger, a convaincu cette famille, après le décès de l'ambassadeur, il a été ambassadeur en Irak, en Jordanie et je crois en Argentine, et ces archives-là ne reflètent pas du tout sa fonction, mais il a été un grand collectionneur à titre privé, il a été un grand collectionneur de lettres royales, d'écrits, de tout ce qu'il a trouvé, c'était son dada, il a acheté, il a hérité, une grande famille de Tétouan. Ce monsieur étant décédé, je crois, au mois de septembre dernier, sa veuve a trouvé que ces prunelles de ses yeux, qui étaient ces archives-là, parce que quand elle était à la retraite, elle passait des jours et des nuits à consulter, à trier ces archives, il aimait ça. Et cette dame, je l'appelle Al-Khadija, est venue nous apporter des centaines de lettres et de correspondances originales qui pourrait être une mine d'or pour un chercheur voulant, par exemple, faire l'histoire sociale, économique, culturelle de la région nord, particulièrement Tétouan et les environs. Donc ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Vous avez trouvé des échos dans la presse écrite et aussi un communiqué de presse dans notre page Facebook, sans parler de plusieurs interviews données à ce propos. Un deuxième fonds, et alors là, que des originaux. Et certains originaux même mis sous verre. D'accord. Ça veut dire que le monsieur, le regretté Tahami Afailel, adorait ces archives. Et cette dame nous a apporté les tableaux, une vingtaine, plus quelques centaines de pièces. Et tout ça, bien sûr, on ne peut que la remercier. Remercier et être émerveillé par cette générosité. Deuxième fonds, et vient aussi de Tétouan, c'est un certain Zarhouni qui est venu lui-même, alors lui, qui a été un agent de l'intérieur, un caïd ou autre, en tout cas du ministère de l'Intérieur, et qui est à la retraite, et qui a aujourd'hui 80 ou 86 ans. Il est venu lui-même, accompagné de 2 amis, de Tétouan, Tanger, pour prendre le Bourak, pour le faire, et venir ici il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours, il y a un mois. Et qu'est-ce qui vous a ramené? Il nous a ramené une fortune d'archives que des originaux, en disant tout simplement, l'argument est toujours le même, aussi bien de la veuve de
Hami Afailal, que lui-même dit, bon, ça, je l'ai collecté, je l'ai hérité, mais enfin, moi, je suis assez âgé et j'ai bien peur que ceci aille... Chez un vendeur de cacahuètes. De cacahuètes, vous rigolez, mais ça arrive. Hein. J'ai des choses que j'ai achetées en tant qu'étudiant, des textes d'Alexis Chotin, hein. Flacari. Mais c'est alors le vrai mot c'est Zria en fait. Alors l'original. La toute dernière, là, ça a été une négociation ardue qui a duré 3 ans. Et avec 3 ans, je n'ai pu avoir que des copies. Avec qui? Avec le fils de Mokhtar Soussi, Abdelouafi et Mokhtar Soussi, que j'ai réussi à convaincre au bout de 3 ans de négociation. Alors, j'ai réussi à le convaincre. Parce que nous, pour accepter le numérique, il faut d'abord qu'on voit les originaux. Donc, maintenant, le premier lot nous a été donné jeudi dernier. Pas plus tard que jeudi dernier. Et c'était 5 valises. On prend le tout. On numérise valise par valise, papier par papier. On lui rend ses originaux. Il nous apporte un deuxième lot. D'accord. Mais ça a été une négociation trop dure. D'ailleurs, quelqu'un m'a appelé hier du souci. Il me dit, mais comment tu as fait? Parce que c'est quelqu'un, tout simplement, qui tient à ce patrimoine qu'il a hérité de son père et il connaît la valeur des choses et lui-même, même si il a un centre de la promotion des archives de son père, mais c'est surtout un centre virtuel, hein. On n'a pas les moyens de créer un vrai centre ou une fondation, parce que si quelqu'un a les moyens, eh ben tant mieux, on lui souhaite bonne chance. On n'est pas là pour tout avoir. Mais ce que nous craignons, c'est que quelqu'un n'ait pas les moyens de valoriser un patrimoine archivistique personnel, mais qui pourrait être national, qui pourrait avoir une valeur patrimoniale nationale, et que cette personne, sans moyens, laisse des archives dans des conditions qui sont pas faites pour garder des archives, et après, on trouve du papier en miettes. Alors moi j'ai 2 questions qui me brûlent les lèvres. La première, c'est qui a accès à vos archives en fait? En principe tout le monde. Ouais. En principe tout le monde, mais nous avons surtout des chercheurs, des doctorants, masters et plus haut. Donc il faut venir vous demander ou... Alors, nous sommes très libéraux. Vous êtes un homme des médias, vous pouvez vous présenter, ne serait-ce que par curiosité. On vous donne déjà un laissez-passer gratuit pour 3 jours l'année. Ça veut dire, tout simplement, pour satisfaire votre curiosité. Le teasing, ça s'appelle la bande-annonce. Voilà. Non, parce que tout simplement, on ne sait pas, vous ne savez pas vous-même que nous détenons ce que vous recherchez. Donc, vous montez, vous cherchez dans les catalogues, beaucoup sont numériques, les inventaires. Et puis après, soit vous dites, ah oui, vous avez des choses qui m'intéressent, et là, vous avez votre carte annuelle sur simple présentation de votre identité et votre sujet de recherche annuel. Et puis voilà, vous avez accès à tout. Et vous êtes, mais je peux même vous dire que vous êtes servi ici en moins de 10 minutes. C'est une carte payante? C'est symbolique, 100 dirhams pour le commun des mortels, 50 dirhams pour les étudiants. L'année. Pour l'année, effectivement. C'est juste pour... C'est symbolique, ouais. C'est symbolique. C'est symbolique. C'est juste pour dire qu'on n'entre pas aux archives comme on Mais qui vient? Vous avez qui, en fait? Bon, nous avons des chercheurs marocains et étrangers. Nous en avons reçu. Nous avons reçu des Japonais, des Américains, des Français, beaucoup de Marocains, bien sûr, la majorité, des Israéliens, il y a de tout. On n'a pas des masses, hein. La salle, qui est une petite salle pour 40 fauteuils, 40 chaises. Bon, si on a une dizaine à la fois, c'est pas mal. Alors, autre question, est-ce qu'il y a des archives secrètes? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont classifiées par rapport à... Oui, en fait, secrètes, quand elles contiennent surtout des données personnelles. Nous avons des archives de l'IER, de l'instance équité et réconciliation, donc des dossiers de supposées victimes qui ont présenté leur dossier à l'IER. Et toutes ces victimes, bien sûr, pour appuyer leur dossier, c'est plein de certificats médicaux et autres. Toutes ces archives-là, on est en train de les inventorier à la pièce avant de les mettre à la disposition des chercheurs. Et aujourd'hui, hors de question de les voir, sauf une dérogation écrite
de la victime elle-même, parce que la victime étant encore vivante, elle pourrait tout simplement nous attaquer parce que c'est des données personnelles qu'il ne faut pas communiquer. Il y a des secrets qui sont au nom de la vie privée. Vous en avez cité un. Il y a d'autres secrets qui sont au nom de la raison d'État ou de... Est-ce que vous avez des choses comme ça? Je pense pas à la raison d'État, non. Non, c'est surtout via vie privée. Bon, à moins que vous considériez, je sais pas, l'épisode de Tazmamart et autres comme raison d'État. Mais en tout cas, c'est surtout les données privées. Et pour nous, il ne s'agit pas de mettre à la disposition des chercheurs ou de la presse des données privées. Quant à la raison d'État, c'est généralement des archives militaires. Les archives militaires, elles sont pas du tout sous notre tutelle. Oui, bien sûr. D'après vous, quel est votre document le plus précieux? Alors, tous les documents pour moi sont précieux ici. C'est la prunelle de mes yeux, je ne vis plus que pour ça. Je suis le gardien du temple. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur particulièrement, vous voulez mettre en avant, c'est-à-dire un document ou des documents ou une série de documents. Ah ouais, qu'il faut. Non, mais peut-être pas qu'ils me tiennent à cœur, mais qu'il va falloir sauver. Oui, oui. Vous m'y faites penser. Nous avons par exemple les séquestres de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire, les séquestres de guerre? Les séquestres de guerre, tout simplement parce que c'est unique d'abord, c'est unique au Maroc, et puis sont dans un état physique pas très bon. Donc, il va falloir trouver le moyen de les inventorier vite, de les sauver, puis voire de les numériser pour... Mais excusez-moi. Alors, je vais vous expliquer parce que nous avons déjà consacré une exposition et un colloque à ces archives du séquestre à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Oui, 14-18. Donc. 14-18. C'était, je crois, entre 2014 et 2018 que nous avions valorisé ces archives et on les appelle les séquestres de guerre parce que les autorités françaises entrées en guerre contre l'Allemagne a saisi toutes les archives des sociétés allemandes qui évoluaient au Maroc depuis fin 19e siècle et les archives de toutes les personnes protégées allemandes et austro-hongroises. Protégées, c'est protection consulaire. Et donc, ces archives, elles sont une mine de renseignements parce qu'elles sont en allemand, en français, en hébreu, en arabe. Et toutes ces archives ont été tout simplement saisies, séquestrées pendant la guerre. Et au lendemain de la guerre et la paix de Versailles, certaines sociétés ont récupéré leurs dûs, leurs archives, et d'autres ne les ont pas récupérées. Elles se trouvent chez nous. D'accord. Et comme c'est un épisode peu connu de l'histoire du Maroc, nous avions organisé un petit colloque qui a un écho dans le premier numéro de la revue Archives du Maroc, que je vous offrirai volontiers. Merci beaucoup. Et puis, j'ai peur que ces archives-là soient altérées par le temps, tout simplement. Elles ont plus de 100 ans et ont souffert. Et souffert dans la mesure où elles étaient stockées avant même la naissance des archives du Maroc à la bibliothèque générale du protectorat dans des conditions mauvaises, tout simplement. Donc, il va falloir aujourd'hui faire vite parce que quand même, je crois que c'est plus de 24 ou 25 mètres linéaires. Parce que nous comptons ici par mètres linéaires, les archives. Vous avez combien de mètres en tout chez vous? Oh, nous avons plusieurs kilomètres. Plusieurs kilomètres linéaires. Des dernières questions. Un mètre linéaire, c'est ça. Hein, vous mettez des box et voici un mètre linéaire. D'accord. Vous avez plusieurs kilomètres. Ouais. Quelqu'un qui s'amuserait à tout lire en aurait pour. Ah oui. Non, dernière question. Vous avez dit tout à l'heure, on a un peu évoqué le sujet. Il y a la littérature coloniale. Je lis beaucoup de littérature coloniale parce que quand les Français arrivent au début du siècle dernier, ils écrivent beaucoup sur nous. Alors c'est à prendre parfois avec des pincettes parce que il y a un côté un peu, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et parmi ces choses intéressantes, il y a le fait qu'ils estiment que les Marocains sont pas du tout intéressés par leur histoire et que, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Je parle d'il y a 100 ans. Et c'est un peu aussi ce qui transparaît, c'est qu'il y a aujourd'hui un regain d'intérêt pour l'histoire, la mémoire. On a commencé à en rigoler quand on a parlé d'un parchemin qui pourrait finir chez Moulzélia. Et est-ce que vous avez l'impression, vous, aujourd'hui, par rapport à ce regard étranger, même la personne nous-mêmes, qu'il y a une espèce de regain d'intérêt pour les archives, la mémoire? Alors, avant tout, je vais commenter la perception des étrangers. Ils n'ont pas tout à fait tort. Oui. Ils n'ont pas tout à fait tort, mais c'est paradoxal. Je dis paradoxal parce qu'autant les lettrés marocains et ceux qui avaient les moyens
pouvait acheter un petit manuscrit au Caire, au Cham, au Hijaz, un manuscrit soit du Coran, soit du Hadith, soit de la littérature, soit un manuscrit de Mutanabbi ou autre. Mais autant, vous avez parlé de la bibliothèque des Escorial, ça veut dire quoi? Que les gens qui avaient les moyens adoraient les livres, adoraient les manuscrits, adoraient les arbres généalogiques. Qui leur donnaient certaines faveurs. C'est un capital... un capital familial. un capital fiscal. Immatériel. Mais qui pourrait verser dans le matériel quand on sait bien l'utiliser. Le paradoxe se trouve qu'avec ça, l'État n'a pas tellement pensé comme l'a fait l'Empire ottoman, l'État marocain, l'État chérifien marocain, n'a pas tellement pensé comme ont fait les Ottomans, à organiser les archives de l'État. Quand je parle des archives de l'État, je ne parle pas du manuscrit d'Al-Mutanabbi. Non, vous parlez par exemple des lettres. Des lettres, des missives, des dahirs, etc. Ils n'y ont pas pensé. Ils n'y ont pas pensé. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance du moins, des instructions allant dans l'obligation même de préserver ce patrimoine, de le garder, sauf quand ça avait un intérêt bien terre à terre, quand il s'agit de la hawalat, le huboussiya, etc., les biens, etc. Et quelqu'un qui n'est autre que Jan Potocki. Jan Potocki, c'est un grand érudit imprégné des idéaux de la Révolution française. Qui date de quand? Qui est venu au Maroc. D'ailleurs, il a produit un petit livre sur sa relation de voyage. Il est venu au Maroc en 1791. Il a publié en langue française à Varsovie la même année. Et en 1791, il a constaté au Maroc que, mais peut-être que c'était un accident de parcours, mais en tout cas, il a décrit une situation dans son livre qui fait mal. À savoir qu'il a vu, au temps de Moulay Yazid, donc un des fils de Sidi Mohammed ben Abdallah, il a vu que des messagers viennent lire devant le sultan sous son ombrella, viennent lire les missives qui lui venaient des différentes régions du Maroc, et le souverain donnait instruction de répondre à tel et à tel sur des questions bien précises. Et après cela, dit Jan Potocki, on a ramassé toutes les lettres pour les brûler. Pour les brûler. Et Jan Potocki de commenter dans son livre, ici le gouvernement n'est pas archivistique. Ben, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que là-dedans, mais il est même anti-archivistique. Et il a commenté, il a dit comment, si nous détruisons les témoins, archives, les témoins d'aujourd'hui, comment les successeurs de demain peuvent-ils assurer la continuité? Mais comment vous expliquez ça? Moi, j'avais une théorie et je voulais vous la soumettre, mais vous l'avez détruite parce que moi, je me disais avant de poser la question, je me disais par exemple dans ce qui est un peu les deux dernières dynasties récentes, donc les Saadiens et les Alaouites, on a bien vu que les Alaouites, n'étaient pas tellement intéressés par garder les traces des Saadiens, y compris les tombeaux, etc. Donc, je me disais ça, mais maintenant, même récemment, ça n'intéresse pas. Alors, pour ce cas précis, j'ai avancé une petite hypothèse que ce n'était pas parce que j'ai pas trouvé d'autres échos similaires ailleurs. Et que la période de Moulay Yazid, qui a duré 2 ans. C'était sanglante. C'était pas un vrai... non, c'était pas la gloire. C'était pas la gloire. Non, et donc... on en a beaucoup parlé dans un podcast consacré aux Juifs marocains, aux Marocains juifs. D'accord, ouais. Où il y avait une certaine violence. Violence contre les Juifs, contre les musulmans. C'est pas un exemple. Mais en tout cas, moi j'ai retenu cette idée-là depuis que j'ai eu l'occasion, peut-être par hasard, au gré des recherches, de lire ce passage. Et un jour, il y a un ambassadeur de Pologne au Maroc qui vient me faire une petite visite de courtoisie et qui me dit, vous savez, nous avons une petite gravure que nous voudrions offrir à une administration marocaine. Il n'a rien à faire à l'ambassade de Pologne. Ça concerne le bicentenaire, je crois, de Jan Potocki, mais nous l'avons proposé à tel ministère et à tel ministère, y compris le ministère de la Culture, mais personne ne nous a répondu. Personne ne connaît Jan Potocki. J'ai dit, mais moi je le connais. Vous pouvez me l'offrir? J'ai dit, bien sûr, on vous l'offre. Et cette gravure sur bronze
faite par un artiste polonais vivant à Tanger pour célébrer le bicentenaire de cette visite. Je l'ai eue avec une petite cérémonie et maintenant elle est accrochée à la salle de lecture des archives du Maroc et chaque fois que je le regarde, je dis maintenant notre gouvernement est archivistique. Un défi à relever. Voilà. Merci, c'était un super entretien pour boucler la boucle de comment il faut devenir archivistique. Merci beaucoup, c'est Jem Abreda. C'était un très bon moment. Merci. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.